Depuis son accident à l'âge de 18 ans, il n'a eu de cesse que de se lancer des défis sur terre, sur mer, sur ou sous l'eau, repoussant systématiquement les limites de son mental et de son physique. Le dernier en date, le Yukon en canoë. Franck Bruno est notre invité. Nouveau partenaire de l'émission, la Corse Votre Hebdo, et un visage familier pour le représenter. Davia Paoli-Bourgeois tentera d'éviter les lapsus pour nous en parler. Des lapsus. De Murat à Caroline, sans chanson et loin de Monaco, maître Jean-Paul Luciani est toujours sous l'empire de personnages historiques détaillés par l'anecdote. C'est peut-être un chemin de croix pour l'église corse depuis quelque temps. Entre affaires, conflits, dégradations et vols dans les églises, Sandra Alphonse y revient sur ce qui a fait l'actualité de ces derniers mois. Louer, acheter ou vendre, se loger en Corse est-il devenu une mission presque impossible? Serge Bonavit est descendu dans la rue pour vérifier si l'immobilier avait peut-être trop bougé. Le buzz du net, le quiz de Marina, les coups de cœur de cette semaine, c'est une soirée sur Viasté, la SC dans Ma Corse, samedi partout. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce MCSP spécial du samedi soir. Avec une joyeuse équipe, mes camarades de jeu sont tous là et au complet pour passer un bon moment ensemble, apprendre des choses, être sérieux sans se prendre au sérieux. À commencer par Marina, bonsoir. Salut mon Lolo, bonsoir à tous, mais ravi d'être avec Franck et Joseph, et puis tous les chroniqueurs évidemment. Oui, parce qu'en fait on a deux invités au lieu d'un, mais vous allez comprendre tout ça dans un instant. Je vais saluer Sandra Alphonse, c'est notre partenaire de Aria et de la Noucourse, bonsoir. Bonsoir. Il y a des problèmes dans l'église en Corse? Oui, c'est au choix, un chemin de croix ou une descente aux enfers, comme on veut. Joliment dit. Maître Jean-Paul Luciani, on va parler des personnages historiques, mais il y a la plaidoirie. Il y a la plaidoirie et nul ne sera épargné. Quant à moi, je me mettrai aujourd'hui à nu. Je sais pas si ça va faire monter l'audience. Il plaisante, bien sûr. Davia Paoli-Bourgeois, c'est une première pour vous. Eh oui, bonsoir. Alors, Laurent vous, c'est une Vital. petite casquette. Hein. Vous êtes venu pour la revue Four, vous êtes venu pour Viasté, là, bien évidemment. Et ce soir, c'est pour La Corse, votre hebdo. Tout à fait. Vous avez parlé de lapsus. De lapsus, révélateur ou pas, on verra. Vous allez en faire? J'espère pas. On vous attend au tournant. Notre invité ce soir, vous l'avez donc compris, c'est Franck Bruno. Invité au pluriel ce soir, puisqu'il est venu avec Joseph. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, on s'était eu au téléphone il y a de nombreuses semaines de ça, quelques mois, on peut même me dire, pratiquement. Vous étiez au téléphone depuis le Yukon. C'est un fleuve, très long fleuve. C'est un fleuve qui part de Whitehorse au Canada et qui rejoint la mer de Bering sur 3000 km. C'est un fleuve qui est très peu habité puisque l'État du Yukon est grand comme la France. Et il y a 30 000 habitants recouverts autour de la capitale. Donc c'est vraiment un endroit paumé de chez paumé, mais une nature encore à l'état vierge. Et un endroit où on peut se retrouver face à soi-même. Bah, c'était ça l'idée de ça. Je disais en préambule tout à l'heure, en vous présentant, que vous êtes un homme de défis, des défis personnels pour le mental et aussi bien des défis physiques. Alors c'est pour prouver quoi? Que quand on a un handicap, on peut repousser encore plus loin ses limites? Alors souvent, les gens pensent que au départ c'est pour ça. Moi, au départ, c'est pour réaliser mes rêves de gosse. J'ai toujours rêvé de rencontrer ce qu'on appelle faussement les Indiens, les natifs. Donc ben voilà, j'avais lu le bouquin de Daboville, ça m'avait fasciné, j'ai traversé un océan à la rame. Puis après, je me suis aperçu que mes aventures, ça pouvait aussi délivrer un message. Et donc, j'allie l'un avec l'autre. C'est-à-dire, c'est qu'on peut traverser l'Atlantique, mais en bateau, en avion, on n'est pas obligé de ramer. On peut aller sur le Yukon, mais en prenant des petits bateaux à moteur aussi, en partant bien équipé. Non, ce qu'il essaye de vous dire, c'est que vous êtes un peu frappé quand même. Il paraît, ouais, mais bon, ça, il faut parler avec mon assistant qui est là, qui a encore regardé les plumes de là-bas, petit castor du matin brumeux. Non, moi, tout simplement, je vis. J'existe, je vibre. Je ne suis pas dans un monde de paraître. Je veux tout simplement être face à moi-même. Et dans les éléments, c'est là où j'arrive à me révéler. Et depuis toujours? Depuis quand gamin. vous avez eu votre accident, donc vous avez été amputé, et vous avez dit un jour, bon, de toute façon, moi, la plongée, c'était mon rêve, c'était ma vie, c'était ma passion, je serai moniteur de plongée. Donc, et je suis sorti major de promotion en France. Plus petit, ma mère m'a appris à faire des lacets, j'avais 4 ans. J'ai dit, c'est bon, je suis indépendant, je peux partir. Et je me suis barré de la maison. Mes parents m'ont regardé, ils hallucinaient, ils disent, mais il a 4 ans, il s'en va où? J'ai toujours eu cette âme d'aventurer. Quand j'ai eu ma première mobilette, je suis parti en Espagne. Avec les copains, je dis, bon, on s'en va en Espagne, mes mobilettes. Mais, et on est parti. Bon, il y en a un qui a flingué sa mobilette à Mandelieu. C'est pas grave. Mais c'est quoi? Alors cet accident, il a provoqué quoi? Il m'a décuplé. Voilà, il m'a repoussé encore les limites. Oui, il m'a décuplé. Vous savez, quand vous vous retrouvez sur un lit d'hôpital et qu'il y a des bien-pensants qui viennent vous voir en vous disant, pour vous, la plongée sous-marine, c'est interdit, alors que c'était ma passion, mon père étant moniteur, ma mère étant dans le club de plongée avec nous, c'était impossible. Et qu'au bout de 3 ans de travail, je sors major de promotion en France, là j'ai compris que c'était les autres qui me déclaraient différent. C'est les autres qui me déclaraient juste avec un handicap. Moi j'ai une force, j'ai eu la chance de perdre une jambe. Ça paraît
complètement fou de ce que je vous dis. C'est que c'est un message qui est difficile à accepter pour la famille quand il y a des jeunes qui sont touchés. C'est sûr. Moi, ce que je dis à tout le monde, bon, je parle d'amputation parce que ça me regarde, mais tous les malheurs qui nous arrivent dans la vie, ce sont des pierres blanches pour nous guider. Et ça, je crois que notre éducation occidentale ne nous permet pas de le comprendre. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, il ne faut pas oublier qu'on est pour mourir. Donc déjà, s'y faire, notre corps, il ne nous appartient pas. Si déjà on prend ces bases et qu'on commence à construire là-dessus, la vie, elle est différente. Hein. Donc vous ne dites jamais à cause de l'handicap, mais grâce Complètement. à l'handicap. Et c'est pas un handicap. Oui. Parce qu'un handicap, ça vient de l'anglais hand in a cap. C'est quand les gars faisaient des courses et qu'ils étaient trop forts, on leur faisait mettre la main sur la tête et à cheval, ils pouvaient aller moins vite. Donc moi, ok, une fois une petite fille nous a dit à un triathlon avec Doumé Benassi, moi je sais pourquoi vous avez une jambe en moins. Regardez, on la connaît pas la petite fille. Elle dit parce que vous êtes plus fort que tout le monde. Je suis pas plus fort que tout le monde. Mais à quelque part, je suis plus fort mentalement. En tout cas, vous osez plus que les autres. Vous êtes parti sur le Yukon, donc en canoë, en kayak. Seul, en kayak. Vous avez emmené quelques jeunes au départ. 6 jeunes au départ sur 300 km pour partager, parce que mon association, c'est avant tout du partage. L'association, c'est Bout de Vie. Bout de Vie, oui, tout à fait. Et au bout du 300e kilomètre, 350 exactement, je leur ai dit au revoir. Avec beaucoup de difficultés, je suis parti tout seul, avec ma peur. Et là, vous êtes retrouvé angoisses. avec votre peur, face à vos angoisses, face à votre mental, face à votre physique. Et puis, en ramant, on fait parfois des rencontres curieuses quand on est sur le Yukon. Vous nous avez ramené beaucoup d'images. Alors, on va voir tout de suite un extrait de ces images que vous nous avez ramenées avec une rencontre un peu particulière. Regardez. Ouais, c'est ma première rencontre avec un ours noir, un baribal. Je suis à 8-9 mètres de lui, il m'a observé, il est en train de descendre, mais bon, rien d'impressionnant pour l'instant. Attention, hein. Je vais portière de la voiture ouverte, je suis prêt à partir à fond les balles, mais j'ai pas l'impression qu'il me calcule plus que ça. Et il me regarde un petit coup, vraiment magnifique comme bestiole, il doit faire... peut-être 150-200 kilos là. Il broute des herbes de pissenlit. Et vraiment tranquille. Hein. Vraiment sans s'emmerder. Il me regarde à peine. Vraiment magnifique. Moi je suis sur mes gardes. Hein. Là il s'approche, je vais peut-être reculer. Voilà, il me regarde. On s'observe. Je lui fais comprendre que c'est lui le patron. Et voilà. C'est vraiment un moment de forte impression. Hein. Vraiment, ces petits yeux là qui m'observent, c'est incroyable. C'est vraiment magique. Hein. Voilà. Donc il y en a qui partent en vacances, qui ramènent des petits souvenirs, des petites cartes postales. Et ça, c'était même pas en kayak, c'était en voiture autour de Whitehorse. J'avais loué une voiture pour faire un tour voir à 50 km de la ville. Hein. Et donc ça, c'est sur le bord de la route. Imaginez sur le bord de la rivière. Alors, vous parlez de peur tout à l'heure. Justement, c'était la peur de quoi? La peur de rencontrer des animaux sauvages, il y en a. Ouais, les grizzlies surtout. Ouais. De rencontrer des hommes aussi. Ah oui, justement. Alors les natifs, ce qu'on appelle faussement les Indiens, c'est des gars qui ont été un petit peu massacrés par les Blancs et qui, la plupart, ont plongé dans l'alcool et la cocaïne. C'est des gens qui sont armés et qui n'apprécient pas trop les aventuriers. Donc les premiers temps, j'y croyais pas. Quand je suis rentré en Alaska, donc j'ai fait 1000 km, les natifs me disaient pas bonjour. Je dis tiens, c'est bizarre. Et puis à la frontière aux États-Unis, le douanier m'a dit surtout ne t'arrête pas dans les villages. C'est très dangereux. J'ai dit ouais, celui-là il exagère. Et dans le premier village que j'ai rencontré qui s'appelait Circle, 60 habitants, j'ai eu très peur. Et là j'ai compris qu'il fallait pas que je m'arrête, que je continue. Donc c'est vrai que chaque fois que je voyais un camp de pêche où il y avait des natifs, ça m'arrachait le cœur parce que moi ma vie c'est la rencontre. Ben, je pouvais pas m'arrêter. La rencontre est impossible. Elle a été impossible. Au départ, sur les 1700 premiers kilomètres. C'est long, hein. Et... Ouais, je le confirme, surtout quand on les fait à la rame. Et ça m'a déchiré. Après, je me suis fait une idée. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Puis, à un moment, j'ai commencé à rentrer dans une région qu'ils appellent Dry Area, c'est-à-dire les régions sèches, où ils n'ont pas le droit. C'est eux-mêmes qui ont décidé et défini qu'il ne devait pas y avoir d'alcool. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des bonjours, d'où tu es, qu'est-ce que tu fais. Et ça a commencé à me rassurer, à me réchauffer le cœur. Mais en même temps, plus je me rapprochais du delta, plus il y avait des grizzlies, des dizaines et des dizaines de grizzlies. Donc, ouais, c'est une histoire un peu compliquée quand même. J'ai vu sur votre blog que vous avez beaucoup lu pour vous préparer pour ce voyage, notamment sur le Grand Nord. Alors, des ouvrages qui vous ont particulièrement marqué. Greyhound. Greyhound, c'est un Anglais qui, à 16 ans, était orphelin. Il a embarqué sur le premier bateau pour traverser la grande rivière, salée, comme ils disent les natifs.
pour se retrouver au Canada, donc c'est en 1890. Et puis il est parti avec des trappeurs à 16 ans. Puis il a beaucoup trappé de castors, jusqu'au jour où il a percuté, en épousant une indienne, qui faisait un massacre. Et il s'est mis à être le premier protecteur au monde de la nature. Et Gray Hall, regardez, je vous en parle, il m'a mis la chair de poule. C'est un gars qui pour moi, m'a apporté beaucoup de petits signes qui m'ont beaucoup servi sur la Grande Rivière. Ça ressemble pas mal au film de Sean Penn, Into the Wild, votre histoire. Hein. Voyage au bout de la solitude, ça a été adopté. J'aime pas ce film parce que c'est quelqu'un qui est contre la société. Moi, j'aime la société malgré que de temps en temps, j'ai besoin de la fuir. Moi, j'aime la société. La preuve, avec mon association, je rencontre les gens. Ce gamin qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais va au suicide. C'est un suicide annoncé. Moi, c'est pas un suicide annoncé. Quand je pars sur ces aventures, j'ai le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, et voire même le plan Z, si je peux. Donc, mais c'est vrai que c'était dans le même contexte, l'Alaska sauvage, où il n'y a pratiquement pas d'hommes. Oui. Donc ça, c'est la solitude. La solitude, et la vraie. C'est un nouveau Franck Bruno qui est revenu du Yukon. Ouais, j'ai laissé encore une fois de plus beaucoup de choses. Je me suis dénudé, malgré que je sois habillé ce soir. Mais bien sûr, vous savez, quand vous vous retrouvez au bout de je ne sais pas combien de semaines seul, et que quand vous vous arrêtez, qu'il n'y a pas de vent, c'est le silence absolu, puis vous vous dites, tiens, le premier homme, il est à 2000 km. À 2000 km, il y a le premier homme. Et s'il m'arrive quelque chose, il m'arrivera quelque chose. Et là, on est, comme m'a dit un copain, on est en Wi-Fi avec la rivière. On est en Wi-Fi avec les éléments. On est en connexion. J'ai jamais autant parlé à la grande dame de la rivière. Elle m'a dit des choses incroyables. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mon deuxième bouquin où je suis en train d'essayer de mettre noir sur blanc. Je me drogue pas, je bois pas d'alcool. Mais ouais, je comprends mieux pas mal d'histoires. Je comprends mieux surtout mon histoire. Et je crois que l'important dans la vie, c'est comprendre sa propre histoire, sa propre légende. Finalement, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de rencontres là-bas, mais en tout cas, Franck Bruno, vous l'avez rencontré. Ouais, je l'ai rencontré sur tous ces aspects. Et il vous plaît bien ce bonhomme? Ouais, il y a quelques aspects qui me conviennent et il y en a quelques-uns que j'imite 2-3 coups de couteau. Vous avez travaillé quoi en dessous? Ah ouais, on a travaillé, Joseph, on a travaillé. Vous écoutiez un peu de musique aussi? Alors j'ai fait une belle blague, j'ai amené un MP3, mais j'avais pas surveillé qu'il y avait presque pas de musique à l'intérieur. Donc j'avais du Phil Collins et des Mantini, c'est tout. Donc je les connais par cœur. Les Mantini qui sont les parrains de l'association. Tout à fait. Ça va vous faire plaisir parce qu'on les a invités avec Laetitia Madialez et Jackets Orchestra pour notre spéciale musique que nous ferons une fois par mois. Et on sera du côté de Bastia. Il le mérite. Au musée. Allez, tout de suite, lapsus ou pas lapsus, c'est l'heure du regard de notre partenaire. Nouveau partenaire et mes visages familiers. Notre nouveau partenaire, c'est la Corse, votre hebdo. Une signature, celle de Davia Paoli Bourgeois, qui est donc avec nous ce soir. Et oui, avec cette Laurent, casquette-là. tout à fait. Des lapsus. Des lapsus. On en a parlé la semaine dernière avec celui de Rachida, évidemment, qui a fait le buzz sur Internet. Et je commence par ça. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, moi je dis bravo Rachida Dati, c'est le buzz sur Internet. Elle n'a pas dit inflation. Elle n'a pas dit inflation. Non, non, très bien écouté, même sur ce plateau, elle n'a pas dit inflation. On ne s'en lasse pas, on a la vidéo. Allez, on la regarde encore une fois. Les fonds d'investissement étrangers, donc pour seul objectif la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Voilà, bravo. Donc ça fait sourire parce que ça a une connotation sexuelle. Si elle avait dit collation, on n'aurait pas rigolé. Mais Freud a du boulot. Voilà, donc. Et Freud, merci Marina, c'est quoi un lapsus? Selon Freud, les lapsus ont toujours existé. Depuis que le langage existe, l'homme commet des lapsus. Mais c'est quoi un lapsus? C'est une erreur. Lorsqu'on parle, ça s'appelle alors un lapsus linguae, ou quand on écrit un lapsus calami, qui consiste à substituer à un terme attendu un autre mot. Les hommes politiques en commettent énormément. Alors on a retrouvé une vidéo de Jean-Marie Le Pen, alors qui tient un discours horrible sur la peine de mort, donc il dit que c'est très bien tout ça. Et dans ce discours, il y a un mot qui sort, on ne sait pas, un petit mot pointe son nez. Je vous propose de regarder. Êtes-vous pour le rétablissement de la peine de mort et pour quel type? Excusez, je pensais que... Excusez-moi, voilà. je l'avais donc mal saisi. Je suis effectivement un partisan de la peine de mort et je suis partisan de l'application de la peine de mort. C'est pas mal, voilà. Donc on ne sait pas où l'esprit de Jean-Marie Le Pen vaquait. Il pensait à Rachida. Peut-être, forcément. Peut-être. Mais selon Freud, le lapsus serait
traduirait des désirs inconscients. Donc on imagine que Rachida Dati avait autre chose à faire en ce dimanche ensoleillé plutôt. Ou alors c'est de prendre la syllabe du mot d'après et de la faire venir plus tôt. Peut-être. Oui. Vous êtes naïf. On termine par une dernière vidéo. Alors ça, c'est ma préférée. Je la mettrai en #1 de mes vidéos. C'est une journaliste belge sur la RTBF. Elle ouvre son journal pour prendre des nouvelles du roi des Belges, Albert II, qui aurait fait une chute assez impressionnante, douloureuse, mystérieuse. Regardons. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Nous allons tout d'abord prendre des nouvelles du roi. Je vous le rappelle, il est opéré mardi des suites d'une fracture du col de l'utérus. Tout s'est bien passé. Voilà. C'est un grand classique. Excellent. C'est un grand classique. Donc, ça doit faire mal. En même temps, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous répondre. Un roi, c'est mystérieux, donc voilà. Donc, parle du roi ou de la reine? Mais là, elle parlait du roi. Voilà, prochaine expédition, Joseph, ascension du col de l'utérus. Voilà. Vous avez dit, c'est un lapsus quand on écrit? Lapsus calami. Un lapsus calami. Imaginez un dyslexique qui en plus fait des lapsus calami. Ça devient incompréhensible. Complètement. Enfin, moi, personnellement, je préfère... Je ne connais pas de dyslexique. Je préfère les contrepétries au lapsus, moi. Vous avez une contrepétrie, là? Ah, mais je vous la glisserai pendant l'émission. Allez, c'est gentil, la contrepétrie. Revenons au Yukon. C'était donc une aventure à titre individuel, personnel, pour se retrouver. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes retrouvé face à vous-même, face à la nature aussi, une nature qui vous a étonné. Oui, fabuleux. Une nature qui est grandiose, où... j'ai rencontré toutes les bestioles du Grand Nord que je pouvais souhaiter, c'est-à-dire les loups, les coyotes, les lynx, toutes sortes d'ours, des aigles, des oiseaux, en pagaie, on leur a piqué des plumes. Et la nature? Et puis, bon, la rivière, elle est d'une puissance incroyable. À la fin, elle faisait 6 km de large. J'ai passé les flats. Les flats, c'est grand comme la Suisse. Ça se perd, c'est des labyrinthes. Des rapides, 4 rapides. Donc ça aussi, en kayak, il faut envoyer là-dedans, ça fait un petit peu drôle. Oui, non, vraiment, moi qui suis amoureux de la nature et qui vis toute l'année sur mon bateau au mouillage, voilà, j'étais à la maison, quoi. Voilà les premiers rapides, les Five Fingers. Donc et puis vous savez qu'à cet endroit-là, c'est aussi la route des pionniers. C'est là où il y a des milliers d'hommes qui sont partis à la recherche de l'or. Et sur les 850 000 qui sont partis, il y en a quand même 845 000 qui sont morts. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça a été un drame. Ils sont arrivés en chaussures de flanelle, ils sont arrivés avec leur petit blazer, sans s'imaginer qu'ils étaient dans un endroit d'une force et d'une violence extrême. C'est très hostile comme territoire. J'ai eu des coups des grains, comme on dit en mer, mais monstrueux, avec des 1,50 m de clapot, avec la foudre, avec vraiment... Sur une rivière? Sur une rivière. Ouais, moi, je pensais pas. Au départ, je me disais, bon, j'ai traversé l'Atlantique à la rame, c'est bon, quoi. Hallucinant. J'ai eu la chance d'allumer chaque fois ma caméra pour le mettre en image, mais ça a été très, très éprouvant. Et puis la pluie, non-stop. Tant que j'étais au Canada, ça allait, mais en Alaska, il ne fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Donc bien sûr, quand on monte la tente, c'est mouillé, le duvet est mouillé, les affaires sont mouillées, tout est mouillé, et ça dure des semaines et des semaines et des semaines. C'est la nature qui a eu raison de votre défi, parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout finalement. Je n'ai pas été jusqu'au bout, parce que il y a cette petite voix qui est là. Et cette petite voix, je crois que tant que je vais l'écouter, elle va me sauver la peau. De plus en plus, je rencontrais des grizzlies. Bon, les grizzlies. Ils venaient de plus en plus me rendre visite au camp, c'est-à-dire gratter autour de ma tente, mettre leurs excréments pour prouver qu'ils étaient bien chez eux. Puis au village de Grayling, ça a été la révélation. Je suis rentré dans un village où, en l'espace d'un mois, ils ont eu 3 grizzlies qui sont entrés à l'intérieur, qu'ils ont dû abattre. Et Dylan, le grand chef du village, Cador, quoi, celui qui tue, m'a dit tu es un grand guerrier, toi. Ouais, mais tu n'as pas d'armes. Il m'a dit, pourquoi tu veux continuer? Je dis, parce que mon défi, c'est d'aller jusqu'à l'océan. Il m'a dit, tu as fait 2500 km tout seul. Il m'a dit, tu as vu comme c'est beau ici? Et la nuit, elle n'y est jamais. Je dis, oui. Il me regarde, il me dit, pourquoi tu veux être la première étoile? Et là, vous savez, c'est des gars qui... C'est pas comme ici, que quand vous allez au café, tout le monde le raconte. Ils parlent pas beaucoup. Là, j'ai compris. J'ai pris ma décision, après une bonne nuit, j'ai arrêté. Et je suis très très content parce que cette année, mine de rien, dans le delta du Yukon, il y a eu 7 morts. Et pas des touristes, hein, parce qu'il n'y a pas de touristes. 7 morts chez les natifs. Donc je crois que ça a été intéressant. Et puis bon, à un moment, j'ai eu un face-à-face avec un grizzly. Et quand vous voyez un gars qui fait 2,80 m de haut, qui a des ongles qui font 25 cm, ça calme. Hein. Donc je l'ai regardé. Ça rend humble. Oh oui. J'ai discuté avec lui et je lui ai dit, écoute, tu vas me tuer certainement. Moi, je suis équipé d'un grand coup de coupe. Je vais te faire mal. Pourquoi on va s'entretuer? Laisse-moi tranquille, je te promets, je m'en vais. On aurait dit qu'il avait compris. Il a baissé sa garde. Il est parti.
Je me suis escapé. C'était un ours ou Chabal? Je sais pas, hein. Mais je crois que Chabal, en comparaison, c'est un nain de jardin. Hein. Dans un moment comme ça, dangereux, on pense à quoi? À l'instant présent. Qu'à la seconde. Pas ce qui s'est passé avant, pas ce qui va se passer après. Maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ne tremble pas, Franck. Parce que si tu trembles, il va le sentir. N'aimez pas la moindre crainte. Il est beau. Sois magique avec lui. Parle-lui. C'est tout ce qu'on se dit. Il faut pas anticiper plus que ça. C'est vraiment, et c'est ça qui est fascinant dans ces moments-là, qu'on ne retrouve plus quand on revient dans la vie de tous les jours. On est toujours dans les projets, demain, le prochain week-end. Non, là, c'est à l'instant présent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Donc ça me fascine et c'est pour ça que je vais y retourner. En tout cas, c'est un voyage où l'intensité était présente au quotidien. Ceci dit, si vous êtes aussi sur le plateau, c'est parce que vous êtes accusé. Aïe, aïe, aïe. C'est l'heure de... Joseph, on s'en va. C'est l'heure de la plaidoirie. Alors, je ne sais plus trop de quoi vous êtes accusé, mais vous êtes accusé, et comme vous êtes accusé, il vous fallait un défenseur. Et le défenseur, le samedi soir, c'est Maître Jean-Paul Luciani. Commis d'office. Tribunal en forme de cour birmane de justice, Monsieur le Président, et vous tous en vos rangs, grades et qualités. Vous accusez Franck Bruno d'être un dangereux agitateur. Lui, un dangereux agitateur, cet ancien marin du Foch, à la jambe sectionnée au moment du décollage d'un jet, ce serait donc un dangereux agitateur, car, selon l'accusation, il détournerait les handicapés d'un État qui rassure les pouvoirs, c'est-à-dire d'un État passif, il en ferait des actifs avec des défis, ce seraient des agitateurs d'idées. Groenland, Atlantique, Kilimandjaro, Yukon, banquise, rien n'échappe à ces défis sportifs. Il a même escaladé par la fesse nord Jean-Pierre Aquavive de Frégoine Samor le matin. Et croyez-moi, la fesse nord de Jean-Pierre Aquavive le matin est battue par des vents fétides et tièdes. Croyez-moi, c'est éprouvant. Ah. On embrasse tous Jean-Pierre quand même. Ah oui, oui, mais pas la fesse nord. Plus maintenant. Plus maintenant. Ah, il faut que je sois sérieux, car la plaidoirie, c'est... Ah, comme le handicap dérange, comme il est difficile d'en parler, voire même d'en sourire, sauf si, comme moi, vous souffrez d'un handicap. Il se trouve que la nature m'a généreusement doté. Oui, mon anatomie intime est, comment dire, imposante. Et alors? Et alors? Et alors? Cela vous fait mentir, monsieur l'avocat général Vital? Oui, car vous allez partout, vous l'avez fait avant d'entrer en audience, en disant « Niulink, tutti gazzucci ». Oui, d'ailleurs, cela vous ferme définitivement les portes du Nioul. Je vous remercie, je viens de me faire plein d'amis, là. Or, monsieur l'avocat général, vous vous souvenez de cette belle eurasienne brune, Bastiaise, votre greffière, Thérèse d'Ayazouk? Eh bien, après m'avoir connu intimement, elle a quitté le parquet et le barreau pour entamer une carrière dans le HITS. Le HITS, sous le nom de Katsumi. C'est-à-dire que mon handicap est devenu un atout. Oui, 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 je souffre d'hypertrophie pénienne. Et alors? 3 jambes, c'est mon surnom. Et alors? 3 jambes comme un raccourci de ma vie, un bout de vie. Quand je dis vie, je m'entends. Qui ne doit pas masquer mes qualités. Parce qu'un handicapé, c'est bien autre chose que l'apparence. C'est un être humain qui veut vivre, aimer. Oui, aimer. Gagner. Vaincre le mauvais sort, oui. L'handicapé n'est plus seul avec bout de vie. Bout de vie fédère, entraîne. Bout de vie a choisi un dauphin blessé à la queue coupée comme emblème. À la queue coupée, monsieur l'avocat général, c'est bien ce qui pourrait vous arriver si vous vous obstinez à poursuivre mon client, Franck Bruno. Merci, maître. Merci. Excellent. Excellent. J'ai révélé mon handicap. C'est pas parce qu'on a des grandes oreilles qu'on entend bien. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas un grand nez forcément que... On va quand même donner le numéro de téléphone de François Corse pour toutes les téléspectatrices. 04 95 23 93 00. Vous pouvez appeler tout de suite. On va vous passer Jean-Paul. Ah, je croyais que c'était 69. En tout cas, la rumeur... C'est son poste. La rumeur est lancée. Sérieusement, plus sérieusement. Définitivement, ce garçon est complètement fou. Sérieusement, justement, le handicap. Le handicap. Est-ce que on a pu faire évoluer les regards? Ça commence. C'est à pas lent, mais ça commence. Moi, ce que je m'aperçois, en 8 ans que Bout de Vie existe, j'ai eu des stagiaires qui sont venus.
Un, pour pas le nommer, Franck Festor, il est venu avec sa jambe en moins, il a traversé un océan à la rame en étant lorrain lui aussi. Il vient de faire un Tour de France en tandem. Thierry Courbalan, qui fait la une des médias actuellement, il vient de traverser les Bouches de Bonifacio à La Palme en 8h40, amputé des deux bras. Et quand je l'ai vu au premier stage, c'était pas évident. J'ai une jeune femme de La Rochelle qui maintenant est vice-championne de France de natation parce qu'elle est venue à ce stage. Je crois qu'il faut qu'on change les regards. Ça a un petit peu évolué, mais la France a peur de la différence. On a peur de la personne qui n'est pas de la même religion, de la même couleur, du même village. La Magagne en Corse, elle existe. Mais mon grand-père qui était dans le Micapel ne me supportait pas les gens du Sud. Mais alors, on est tous de la même terre, de la même mer, avec plein de jeux de mots là-dedans. Donc, si on n'arrive pas à accepter son voisin qui n'est pas de la même couleur, de la même religion, comment voulez-vous accepter quelqu'un qui est dans un fauteuil, qui est non-voyant ? Donc je crois qu'on a tous un boulot à faire énorme. Bout de vie, c'est une petite pierre sur ce parcours un peu sombre. Voilà, une petite pierre blanche. Je ne vais pas refaire la planète, je ne vais pas refaire le monde, mais en tout cas, je sais que chaque année, en organisant ces stages gratuits de plongée, je permets à 7, 8, 10 personnes de se reconstruire. Et puis, je vois qu'en Corse, depuis, grâce à vous tous ici présents, à force de parler de Benassi, de Bruno, de Courbalan, de plein de gens esquintés qui font des tas de choses, le regard est différent. Moi, je le vois à Pianote, où je bois régulièrement mon café. On voit le handicap différemment. C'est un petit village, Pianote. Il n'y a plus que la compassion. Voilà, moi maintenant, il y en a beaucoup. Il y a un peu d'admiration. Ouais, un peu d'admiration. Je tiens à remercier Corse Matin. J'ai eu mon premier article dans la presse où tout le long de cet article, on ne mentionne pas qu'il me manque une jambe. Je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, c'était Franck Bruno, l'unijambiste, qui fait ça. Là, c'était Franck Bruno, il a descendu le Yukon. Et je me dis, tiens, ils vont me dire à un moment qu'il me manque une guitare. Ben non. J'étais en solo. Vous qui avez beaucoup voyagé, quels sont les pays qui acceptent mieux les personnes handicapées, qui acceptent mieux l'handicap en général? Les pays pauvres. Ouais. Les pays pauvres. Là où j'étais au Yukon, c'est des natifs, donc des Indiens Athapascan. Les gens, ils vivent sans eau, sans électricité. L'hiver, il fait moins 50. Et j'arrivais, je marchais de travers. Il y en a pas un qui m'a posé la question. Je me mettais en short. Il n'y en a pas un qui m'a demandé quoi que ce soit. C'est tout. Ni regard, ni question. C'est comme ça. Ils sont fatalistes. Ici, on regarde quelqu'un parce que, tu as vu, il a une lampe en carbone. Moi, je suis en short parce qu'il fait chaud. C'est pas de la provocation. Donc, je crois que dans ces pays-là, puis il faut pas faire généralité aussi. Je crois que tout en chacun sur la planète peut avoir le regard dérangeant et peut avoir le regard de l'amour. Mais le message actuel que je veux faire passer aux personnes dites handicapées, c'est que c'est nous à faire changer le regard. Moi, je rigole. J'ai toujours ma mascotte avec moi dans mes défis. J'ai un certain regard sur ma jambe. Et du coup, je mets les gens à l'aise. La personne qui est dans son fauteuil et qui va croire que la planète entière le regarde parce qu'il est handicapé, il se coupe. Et du coup, comme on vit dans un miroir, moi, depuis que j'ai créé cette association, je reçois que de l'amour. Il m'arrive que des histoires de rêve. On m'appelle pour faire ça, pour faire ci, on veut m'aider alors que je ne demande rien. Parce que en vivant dans un miroir, en donnant de l'amour, on reçoit de l'amour. Et je crois que c'est ça la base de notre vie, c'est l'amour. Joli message, en tout cas. Allez, c'est l'heure du deuxième regard. Regard avec notre partenaire l'Aria et l'Anou Corse. Avec vous, Sandra Alfonsi, on aime bien revenir sur l'actualité pendant que Franck s'amuse avec Joseph. On va vous laisser tous les deux, si vous voulez. Retour sur l'actualité. Actualité au pluriel concernant l'église de Corse. Oui, tout à fait. Dont le dernier incident en date est le vol du trône de l'église Saint-Erasme à Ajaccio il y a 3 jours. Mais je voulais plus précisément revenir sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de chemin de croix ou de désaffection entre l'église de Corse et ses fidèles, tout du moins entre sa hiérarchie cléricale du moment et l'immense masse des croyants. Vous avez peut-être vu dans la presse, dans la Corse, votre hebdo justement de cet été, cet appel aux dons en langue corse que j'ai trouvé particulièrement touchant. Les finances de l'église de Corse étant dans un état calamiteux sur lequel nous reviendrons plus tard, elle a jugé utile de faire appel à la générosité publique. Il faut rappeler, en tout cas, que l'actualité de ces derniers mois ne l'a guère épargnée. Pourtant, c'est une institution traditionnellement appréciée et aimée de l'immense majorité des Corses. En tout cas, jusqu'alors respectée. Jusqu'alors respectée. Depuis la nomination en 2004 de Monseigneur Brunin, l'actuel évêque de Corse, une série de mesures particulièrement impopulaires ou peut-être mal comprises ont, semble-t-il, scellé une sorte de divorce entre la hiérarchie cléricale et les fidèles. La première affaire, parce qu'on peut appeler l'affaire, c'est le on peut parler d'affaire, oui, puisqu'elle a généré des mouvements de protestation très très importants. Ça a été effectivement l'éviction du père Élie Achache,
que nous saluons, s'ils nous regardent du Liban d'ailleurs, très 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 populaire. Les remous qui s'en sont suivis ont d'ailleurs eu comme épilogue la mutation opportune de l'école Saint-Paul en école Notre-Dame de l'Ascension. On peut également revenir sur la non moins tumultueuse affaire Polge, du nom de l'abbé Courtenay, tout aussi populaire, révoqué sans autre forme de procès en novembre 2009. Voilà, ils avaient ce point commun, en tout cas tous les deux, c'est qu'ils étaient très populaires. Ils étaient très populaires, ils avaient une appréhension de leur mission peut-être pas très orthodoxe, si je puis me permettre. Différente, on va dire. Voilà, différente en tout cas. Et ils étaient proches de leurs ouailles, selon d'ailleurs la vieille tradition de notre Église, qui est avant tout une Église de proximité, qui n'a pas les pesanteurs que l'on peut retrouver ailleurs. Peut-être que la hiérarchie actuelle a voulu reproduire un modèle en totale inadéquation avec la réalité du terrain insulaire. On peut en donner un autre exemple, le flop relatif d'Ecclesia in Corsica, le 16 mai dernier, grand rassemblement diocésain façon Woodstock, n'a pas rencontré réellement le succès attendu. Il y a eu à peine quelques centaines de participants. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude ici, alors que les gens se pressent aux processions dans leur village. Bon, on n'a pas adhéré à ce, comment on va appeler ça, ce style. À ce style, voilà, qui pour le coup n'était pas peut-être très, très à propos. Alors par contre, si on a senti peut-être un désamour à un moment donné, on sent que l'opinion est constamment choquée dès qu'on s'attaque aux hommes d'église. Absolument. Pour rappel, on va évidemment signaler l'agression des moines franciscains en avril dernier, qui a soulevé un mouvement d'indignation dans toute la Corse. Tout le monde s'est montré solidaire, ça a été véritablement scandaleux, comme de toute évidence une atteinte majeure à nos valeurs fondamentales, ce qui prouve, encore une fois, CQFD, que les Corses aiment profondément leur Église. Ils fréquentent assidûment les processions, je viens de vous le dire, ils animent des confréries au nombre et à la vitalité étonnante pour un si petit territoire, mais ce ne sont pas des grenouilles de bénitier, par contre, il n'y a pas cette espèce de bigoterie un peu lourde qu'on peut trouver dans d'autres endroits. Il préfère un catholicisme que je qualifierais de catholicisme de proximité, simple, naturel, quasiment un catholicisme social. Peut-être avec moins d'implication aussi, alors. Peut-être moins dans la vie quotidienne de l'Église. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de prêtres et que, alors qu'ils ont un rôle quand même très 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 important dans tous les actes justement qui rythment heureusement ou malheureusement notre vie quotidienne, comme les enterrements, les mariages. Ils sont très présents dans les prisons aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon, oui, il y a moins d'implication parce que toute une série de phénomènes ont fait que les gens se sont peut-être plus reconnus dans leurs représentants du moment. Alors on est culturellement dans le respect, par tradition aussi, c'est pour ça que je dis culturellement. Ceci dit, il y a quelques événements de faits divers là, qui sont venus entacher la Corse qu'on pouvait idéaliser encore il y a quelques années. Oui, alors bien évidemment, la Corse n'est pas exemptée des mots qu'on peut trouver régulièrement ailleurs. Il y a eu récemment, le 30 septembre exactement, une profanation à l'église Notre-Dame de Lourdes de Bastia. Il y a eu le vol du trône de l'église Saint-Érasme dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu également, j'y reviens parce que c'est quand même une affaire qui a scandalisé l'opinion, l'agression des moines franciscains. Non, la Corse n'est pas exemptée de ce type de mots qu'il faut quand même rattacher également à une précarité sociale grandissante. C'est plus facile d'aller voler un tronc que d'aller braquer une banque, a priori. D'autant que dans les banques, il y a de moins en moins d'argent. Voilà. Ils sont dans des machines maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne marche pas, même pas avec la pelleteuse. Hein. Oui, Jean-Paul. Je voulais juste dire, pardon. Allez-y, Jean-Paul. Je voulais juste dire que, à mon avis, le mécréant que je suis peut exprimer une opinion sur Monseigneur Brunin. Je pense qu'il restera comme un grand évêque, un homme d'équerre, un homme qui a un grand sens de l'honnêteté. C'est vrai que l'Église ne doit pas échapper aux foudres de la loi. Il y a eu une affaire de détournement d'argent dans le Niol. Monseigneur Brunin est intervenu. Il faut que la justice passe sur l'Église aussi. Or, à l'intérieur même de l'Église, un monde un peu mystérieux pour moi, mais je m'y suis un peu intéressé, il y a une hiérarchie. Et on se doit d'obéir, c'est un peu comme une monarchie, l'Église. On se doit d'obéir à l'évêque. L'évêque est détenteur de l'autorité. Et je rappelle, et j'insiste vraiment beaucoup, que l'on m'amène un jour un document compromettant concernant l'évêque. L'évêque, il est tenu en plus au secret, c'est-à-dire qu'il sait des choses, il ne peut pas parler. L'évêque est un homme, moi je le crois,
moi, le mécréant, c'est un homme d'une profonde honnêteté. Je suis toujours d'accord avec ce que dit Sandra. Urbi et orbi. Même dehors, quand on est... C'est simple à la Constantone. Aujourd'hui, j'amène juste un bémol pour dire qu'il ne faut pas penser... L'évêque est là pour faire un travail, et s'il le faut, pour donner un coup de balai aussi, quand il y a des affaires... C'est-à-dire qu'il est mal compris. Il est sans doute mal. C'est un ch'ti, il vient du Nord. C'est un homme qui dans le Nord, je dirais mal adapté à la région. Il a mené le combat dans le Nord contre le Front National et c'était pas facile. Et je pense que c'est un homme d'équerre. C'est un homme d'une grande probité, d'une grande honnêteté, sans doute un peu sur la réserve. Moi, je l'ai rencontré, je le trouve épatant. Voilà. Et je suis un mécréant, athée, franc-maçon, j'ai tous les défauts sans doute pour l'Église, mais je le dis, j'aime bien cet homme-là. Mais la question n'est pas là, en fait. On peut être un homme parfaitement honnête, brillant, en adéquation totale avec sa hiérarchie, ici comme ailleurs, et ne pas être totalement en phase avec les fidèles de la région dans laquelle on officie. Il me semble que c'est plutôt de ce point de vue-là qu'il y a eu... Alors, je vous le concède, peut-être des incompréhensions, employant des euphémismes. On n'est pas dans le lapsus, là. Hein. Quoi que tu dises, je serai toujours d'accord. Tu peux dire ce que... Moi, je voulais juste ajouter, si vous le permettez, juste un petit truc. J'ai beaucoup aimé votre chronique pour revenir à l'affaire cortenaise de l'abbé Polge. Oui. Moi, je suis cortenaise et je n'ai pas rejoint le fan club de l'abbé Polge. C'était sûrement un abbé très bien. Mais l'abbé Valère, et qu'il a remplacé, je pense qu'il est encore mieux. Eh bien alors, ça veut dire que les Cortenay y ont gagné, c'est ce que vous voulez nous dire. Je pense, voilà. Alors l'abbé Valère, je peux en parler, c'est mon pote d'enfance. Alors on était en classe ensemble, on a fait les mêmes bêtises ensemble, c'est mon pote. Vous savez, il y a un message que j'ai presque envie de faire passer là autour de cette table, c'est que malgré les avis divergents, tout le monde arrive à s'entendre très bien. Et si on parle de religion, moi je peux vous dire que pendant les quelques mois que j'étais là-bas au Yukon, tous les jours j'étais dans une église, dans un temple, dans une mosquée. On n'a pas besoin d'une maison. Là, je vais me faire massacrer par tout le monde. On n'a pas besoin d'invention de l'homme pour être proche de Dieu. Moi, tous les jours, j'étais proche de Dieu. Tous les jours. J'étais en connexion avec les morts, avec les étoiles. Je crois que chacun peut le vivre à sa façon. Complètement. Il y en a qui ont besoin d'une église, d'une mosquée. Et je trouve, et je sais de quoi je parle, puisque j'ai perdu ma jambe sur le conflit du Liban, les religions sont trop l'excuse pour pouvoir diviser les hommes. Alors que Dieu est là pour unir les hommes. Voilà. D'ailleurs, vous le dites sur votre blog, la planète a existé tant d'années sans l'homme, elle continuera sans nous. Complètement. L'Église est quand même aussi un lien social, et c'est aussi une grande part de la culture, de l'art. Tout à fait. Mais j'ai tellement vécu d'injustice entre les musulmans, les catholiques, les orthodoxes. J'ai vécu des choses mais dramatiques. Pas par le biais d'une télé, par le direct, à 18 ans, et dans tous mes voyages. Ça me dérange. Ça me dérange beaucoup parce que Dieu existe. Moi, je suis en connexion. Je vis sur un bateau de 6 mètres carrés. J'ai pas d'eau courante. Je suis très très bien. Quand je mets ma tente sur une plage, je prie tous les jours. En fait, vous n'avez pas de problème avec la religion, vous avez un problème avec ce qu'en font certains hommes. Complètement. Si vous lisez le Coran ou la Bible, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça vient maintenant. J'ai habité 1 an en Turquie. J'ai appris la langue. J'ai découvert leur religion. C'est autre chose avec ce qu'on voit dans certains pays. Donc ça me dérange énormément. Énormément. C'était mon petit coup cabochard. Mais c'est très bien, on est là aussi pour ça. À la demande générale de la régie, c'est l'heure du quiz. Vas-y, garde. Mais arrêtez de jouer avec Joseph, s'il vous plaît. J'ai des gosses sur le plateau aujourd'hui. Oui, on est des gamins, mais... C'est l'heure du quiz. Franck, on se calme, on se concentre. Il sait le faire. Vous avez un écran, vous allez regarder dedans, vous allez regarder Marina et surtout l'écouter. Et puis Joseph va vous aider. Je vais regarder Marina dans les yeux, allez. Joseph va vous aider. Bien sûr. Vous allez aider aussi Franck et Joseph. Maître, je compte sur vous. Mais votre avocat Sandra, nous abandonnera Gardia également. Une première question pour vous. Quel numéro? 6 ou 9? 9. Allons-y pour la première question. Quel exploit vient de réaliser Philippe Croizon? Ah, quand même. Allez-y. Il a amputé des 4 membres, il a traversé la Manche en nageant aidé de ses 2 prothèses. Il a fait ça d'une manière relativement extraordinaire. Et le scoop, c'est que certainement avec Thierry Corbalan qui vient de traverser les Bouches de Bonifacio, ils risquent de se lancer sur la traversée du détroit de Gibraltar tous les deux. Donc voilà. Ça, c'est le scoop. J'ai répondu à la question. Bravo. C'est en train de se monter, donc on verra. Et vous allez les suivre en canot ou pas? Non, en hélicoptère, avec une rasade de crêpes. Et lui, alors son histoire est vraiment douloureuse, parce que quand il démonte l'antenne à la maison, une première décharge le tue, et la deuxième le réveille, en fait. Ouais, complètement. Ah ouais, terrible. Et quel courage, encore une fois. 782.
4. Question numéro 4, à la régie. Allez. Le 14 avril 2006, Kevin Alderton atteint la vitesse de 162,4 km par heure à ski, malgré son handicap. Quel est son handicap? Aucune idée. Il est non-voyant. Ben oui. Ben oui. Évidemment. Bien vu l'aveugle. Facile. Je demande ça. Vous aimez ça, hein? Ah oui, moi j'ai travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Bon, on peut continuer? Oui, on peut. Quand vous les faites, vous, personne ne vous dit rien. Bah non. J'ai testé en coulisses et moi, tout le monde me tape dessus. Ah, oui. Oui, au coiffeur, on dit coupez pas les pattes. C'est clair. Numéro 3. Numéro 3. Ça, je pense aussi, vous êtes incollable. Combien de médailles d'or a obtenu Michael Phelps? Aucune, parce qu'il n'a pas d'handicap. On peut jouer, oui, on peut jouer comme ça. 7. 8. On a Justement, il a on a battu Spitz, qui a eu en 1972, Mark Spitz, il a eu 7, et lui, il en a eu 8. Il fait un joli haut, hein, comme ça. On peut Donc, oui, 8 médailles. Nous, on veut le même pour Noël. On l'appelle le glouton de Michigan. Ah ouais. Glouton. Voilà, regardez, Extraordinaire. c'est très saillant. Mais il paraît que les pissenlits grandissent après son passage. Non, je rigole. Oh, c'est méchant, c'est mesquin. Il se dope. Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allez, on continue. Number 1. Number 1. Oh, je pense que... Combien d'habitants y a-t-il dans la province de Yukon? 30 000. Oh, c'est joli. Dont 20 000 qui vivent autour de la capitale Whitehorse, 5 000 autour de Dawson et 1 000 autour de Carmacks. Donc, sur un territoire grand comment? Grand, un petit peu plus petit que la France. Donc fabuleux. 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 Et une autre petite question? Allez. La recette des crêpes, mais on ne le dira pas. 8. Allez, la question numéro 8. Quelle est la capitale de Yukon? Comment s'appelle la capitale? Cheval Blanc. Cheval Blanc, c'est ça. C'est White simple, Horse. parce que avant qu'ils construisent le petit barrage qui alimente en eau et en électricité la ville, c'était des rapides. Et donc, Cheval Blanc, les moutons. Oui. Et à cet endroit-là, il y a eu beaucoup déjà de morts. Donc, White Horse City. Parce que au départ, ça a été un camp. Ils arrivaient pour justement reconstruire d'autres radeaux pour pouvoir descendre jusqu'au Klondike River. Et là, ils construisaient donc tout ce camp. Et du coup, il y a eu une boulangerie, une épicerie, un atelier. La ville s'est construite. Et la ville s'est construite. Voilà. Applaudissements 5 sur 5. Ouais. Champion. Bravo, Joseph. Calme-toi. Et vous avez gagné... Une jambe de bois. Rien. Un bisou. Non, ça va, vous êtes mieux équipés. Ah oui, ça va. Sinon, on vous enverra Jean-Paul. Allez, tout de suite, c'est l'heure du sujet. On va faire un petit kaléidoscope comme ça pour vous parler du sujet du jour. Vous avez parlé de votre logement. Alors vous n'êtes pas embêté, c'est un petit bateau. Tout à fait. Petit, 6 mètres carrés habitable, j'ai pas de douche et ça fait 17 ans que c'est comme ça, c'est fabuleux. Des voisins qui sont sages. Ça va, cormoran, loup, mulet, parfait. Donc vous êtes très très loin maintenant des méandres administratifs parfois pour trouver un logement pour l'achat qui est en hausse, les loyers suivent la tendance évidemment. Est-ce qu'il devient de plus en plus difficile de se loger en Corse? En tout cas on a demandé à Serge avec son regard tout particulier d'aller dans la rue et de savoir si ça bougeait pour l'immobilier. Regardez. Depuis l'origine, la problématique du logement est fondamentale pour l'homme, sauf qu'à l'époque, un trou, une grotte ou un prêt suffisait à faire l'affaire. On pouvait changer d'habitation souvent, c'était gratuit, pas de loyer, de taxe d'habitation, pas de crédit à rembourser. Aujourd'hui, changement de décor, on construit des ensembles de cages à poules que l'on veut nous vendre à prix d'or pour nous entasser dans des résidences avec vue sur l'usine à Purin, exemple dans une ville balnéaire bien connue. Ces palmiers, ces plages de sable fin, ces immeubles de standing et ces odeurs. Plus il y a de touristes, plus ça sent mauvais. Nous rêvons tous d'être propriétaires pour avoir un chez-soi, un refuge pour nos vieux jours. Aujourd'hui, moi, le conseil que je vous donne, c'est acheter, soyez propriétaire. Vous êtes locataire toute une vie et ça va durer plus que 40 ans. Pour laisser à nos enfants une modeste maison quelque part. Ici, au village, nous avons, en tout et pour tout, 2 ruines. Mais les prix du mètre carré ont explosé en Corse en même temps que les maisons et le rêve d'appartenir à la caste des propriétaires s'éloigne. Par exemple, si on prend le Cours-en-Val, le Bois des Anglais, on a un micro-marché sur des résidences de luxe donc chères, où là on peut aller jusqu'à 4 000 € le mètre carré. Bref, se loger à un coût exorbitant. Les prix flambent, d'autant que la crise économique n'a eu aucune incidence sur ces tarifs. Vous ne pouvez pas acheter, allez donc rester locataire toute votre vie. Pour vous, les professionnels sont optimistes. Je dirais même mieux, sur le plan du locatif, ils ont tendance à baisser un petit peu, parce que ce sont les locataires qui ont la main aujourd'hui. Mais pour accéder à la propriété, il vous faudra casser la tirelire des enfants, sortir bas de laine et livret A et vous préparer à faire de gros sacrifices. Acheter maintenant, mais sur un crédit de 30, 40 ans, mais ils vivent pas.
Aujourd'hui, on ne vit pas. Les gens ont survie pour pouvoir manger et mettre quelque chose de propre dans l'assiette. Vous allez devenir emprunteur et endetté de plus en plus tôt et pour plus longtemps. Pas belle la vie? On a encore des clients potentiellement solvables et pour ça, il y a des prêts qui sont mis en place actuellement à des taux vraiment très intéressants et qui font qu'on peut devenir propriétaire dès le premier emploi en fait. À la tombée du berceau, on va pouvoir... peut-être pas, non, peut-être pas, non. En plus, le marché est un petit peu schizophrène. D'un côté, on dit que c'est la galère, de l'autre, on voit que tout le monde cherche à acheter. Je sais pas. Si c'était si cher, si c'était si difficile, on ne chercherait pas à le faire. Mais pour ceux qui veulent investir en Corse, n'ayez pas peur du bruit. La nuit dernière a été marquée par 5 attentats et tentatives. 3 villas ont été détruites, 2 en Corse du Sud. Car la Corse vous tend les bras. Côté face, cette maison paraît simplement abandonnée. Mais côté pile, il ne reste quasiment plus rien depuis l'attentat qui l'a visée. Mais si vous êtes connu avec quelques relations, ça peut améliorer le quotidien. Ce fourgon et 10 gendarmes sont en poste ici 24 heures sur 24. Leur mission, surveiller la maison de Christian Clavier, acteur et ami du président de la République. C'est pas tout à fait normal que ce soit l'État, payé par les deniers publics, qui protège une personnalité privée. Mais les gens connus ont aussi des problèmes de logement, notamment des difficultés à obtenir des permis pour construire des villas de plusieurs millions d'euros dans le sud de l'île. Et de temps en temps, il y en a un qui tombe, pour l'exemple. Ici, 5 permis de construire sur 6 ont été annulés par le tribunal administratif de Bastia, dont celui de Jacques Séguéla. Depuis le jugement, le publicitaire envisage de se retourner contre la mairie de Bonifacio pour demander des dommages et intérêts. Mais rien n'arrête la spéculation immobilière qui bat son plein et fait tourner la machine à cash. Les projets de résidence et de lotissement pullulent. Tout le monde veut sa maison Bouygues avec son couple de nains de jardin. Le même que le voisin. L'engouement pour la maison individuelle a favorisé l'expansion de lotissement avec un flux continu de demandes de permis de construire que la municipalité tente de réguler. Mais ça se construit encore, hein. Ça ne s'arrête jamais. Ça va vite, hein. Dès qu'un lotissement sort de terre, vous pouvez dire que dans les 2 mois, il est vendu. Je ne me laisserai pas déborder parce qu'à un moment, quand il faut freiner, je freinerai même dans le PLU, hein. Coincé entre banquiers et spéculateurs, pris en otage par le marché et ses prix hallucinants, quelle alternative pour devenir proprio? La maison en bois, moins chère, écolo. Moi, ça me fait rire parce qu'on dit les maisons en bois. C'est une expression, quand on dit c'est en bois, c'est Saint-Pierre. La maison en bois des îles. Surtout du Brésil. La maison en bois des îles, voilà. Sommes-nous condamnés, pauvres et modestes gens, à rester éternellement locataires et à payer sans posséder? Alors moi je suis en train de calculer 850 € le mètre, donc ouais, je peux acheter 10 mètres. Et là, adieu résidence bourgeoise et prestations standing, ou alors il reste une solution. Pierrot. Et le viager. Le viager, tous les deux. En viager. Ou en ultime recours, le retour à l'état sauvage. Ah, difficile donc, de plus en plus difficile de se loger. Alors vous, on l'a dit, vous n'avez pas de ce problème-là. Une tente. Non mais vous regardez justement ce qui se passe. Ça vous fait peur. Vous savez qu'au Yukon, vous avez 1 hectare pour à peu près 700 €. Hein. Et il n'y a pas de permis de construire, vous faites comme vous voulez. Donc la construction là-bas, c'est des arbres. Bon, c'est un autre pays. Oui, mais bien sûr. C'est complètement différent. Moi, je trouve qu'on devrait y aller, on devrait prendre un peu d'avance, on devrait tous partir comme ça. Au Yukon. J'ai du mal à faire le Nino. Le Nino, ça commence comme une belle histoire. Il y a une forêt d'abord, après il y a un peu de mouille, il y a un peu de... Et après que c'est que du rocher, c'est interminable. Une fois que tu es là-haut, c'est bon, c'est beau, 5 minutes. Je l'arrive à là. Là du Yura, je dis plus jamais le lac de Nîmes. Hein. Je fais les soldes, quand il y a des soldes, c'est déjà... Non, mais c'est vrai. Hein. Mais sinon, vous êtes propriétaire, locataire... Maître et sportif. Maître très sportif, oui, vous l'avez bien compris. C'est les Niolines qui sont des familles. Non, mais le problème, c'est même pas où c'est Joseph Niol. Le problème, c'est ce qui fait peur en ce moment, c'est que est-ce que les Corses pourront continuer à acheter en Corse? C'est dramatique, ça. Ça fait peur. C'est non. Quand on voit le soir, moi je vais souvent au Calamar l'hiver, donc je suis avec mon bâton, on voit toutes ces maisons qui sont éteintes. Il n'y a personne dedans. C'est pour l'été, quoi. À Porto-Vecchio, je crois qu'il y a une majorité de résidences secondaires qui sont effectivement des résidences secondaires d'été. Donc est-ce normal que l'île devienne une maison de vacances pour des gens qui ont beaucoup d'argent et que les locaux, voilà. Quoi. Mais la faute n'est pas... Moi, parce que ça m'énerve un petit peu aussi, parce que je pense que dans quelques années, les Corses ne pourront plus accéder à la propriété. J'en suis quasiment... Attention, qui c'est qui vend? Certaine. Mais la faute est aux vendeurs aussi. Qui c'est qui vend, hein? Dans les villages, vous voyez des fois des gens dans les villages qui veulent acheter une maison. Un Hollandais, je n'ai rien contre les Hollandais, mais ils veulent acheter une maison, ils vont y passer 15 jours l'été, ils proposent plus.
le Corse du village ou Baïsane, il va vendre aux Hollandais. En même temps, c'est humain. Oui, c'est clair. Oui, Non, mais après, donc faut rien on peut dire, pas avoir le après. beurre, Enfin, l'argent du beurre et la crémière. Je veux dire, il faut pas se plaindre alors. Est-ce qu'il faut pas se légiférer? plaindre. Il y a eu les voilà. états généraux, Non, il faut justement. pas se plaindre. C'est pas à titre individuel qu'il faut régler le problème, c'est à titre collectif, bien évidemment. Je crois que chaque solution, elle vient de nous tous, que ce soit dans le handicap ou dans la construction, de nous tous. Franck Caillan aussi de l'urne, je pense qu'il faut voter pour des gens qui proposent déjà des logements sociaux, puisqu'on manque de logements Exact. sociaux. Déjà, Non, votons mais pour ça, ceux c'est qui en clair. proposent. C'est pas normal que quelqu'un qui attend un HLM, il doit attendre 15 ans. C'est pas normal. À mon humble avis, quoi. Mais c'est pas pour ça que vous êtes sur un bateau, vous. Peut-être. C'est un vrai choix. Peut-être. J'avais une maison, je l'ai vendue. À 4 km de Monaco. J'étais bien, hein. J'ai vendu. Et j'ai dit au revoir. Merci. Pas de regret? Aucun. Bon, c'est peut-être la solution, je sais pas. Ah, mais moi, le jour où je me suis retrouvé dans mon bateau dans 6 mètres carrés, j'avais un emploi, non, plus que stable. J'avais une super rente en travaillant dans l'entreprise de mon père, etc. Je me suis dit, tu es un fou. Tu es un fou furieux. 17 ans après, j'ai tout compris à la vie. C'est une philosophie de la vie. Complètement. Pourquoi posséder aussi? Pourquoi posséder forcément des choses? Vous savez, les natifs, j'ai passé beaucoup de temps avec, hallucinent avec les Blancs qui vendent la terre, parce que la terre ne nous appartient pas. Mais évidemment. Et nous, on veut acquérir une chose qui ne nous appartient pas. Et on le voit par les éboulements, par les tremblements de terre, par les feux, par les volcans. La terre ne nous appartient pas. Mais je crois qu'il y a une étude qui a été faite, on peut vivre 60 milliards sur notre planète. Mais on n'y arrivera jamais à 60 milliards. Il va y avoir la guerre civile. On consomme trop. On consomme trop. Cela dit, c'est normal d'acheter. Je lisais une enquête sur les écrivains, tous ceux qui ont écrit des best-sellers, mais aussi loin qu'on remonte dans le temps, dès qu'ils avaient de l'argent, ils achetaient une maison. C'est quelque chose. Et des grands écrivains, hein. Dès qu'ils avaient de l'argent, ils achetaient une maison. Oui, c'est quelque chose qui rassure. La maison, c'est un endroit stable. Parce qu'en vérité, on a oublié le contact direct que notre maison, c'est la terre. Ça, c'est notre maison. Et donc, tant qu'on ne sera pas à l'aise sur la terre, c'est-à-dire, oh, tu as vu, aujourd'hui, il pleut. Bon, mais c'est normal. Et c'est fabuleux. Oh, tu as vu, un peu, Vizavon, il est bloqué par la neige. Bon, quelle galère. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ça, la vie. La terre, la mer, les océans, les rivières. Merci, monsieur l'abbé. On va se faire une raison. L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Que voulez-vous? Franck, tu feras la météo avec moi la prochaine fois. Allez, pas de problème. Iceberg dans le golfe d'Ajaccio, phoque sur la banquise, tout va bien à bord. Allez, c'est l'heure du buzz, tout de suite. Et le buzz de cette semaine, on l'a choisi un peu pour vous, en même temps. Aïe, je m'en vais. Ah non, vous pouvez rester, vous allez adorer ce personnage qui est en train de faire le buzz sur Internet. Vous êtes un défenseur de l'environnement, bien évidemment. Complètement. Mais dans vos actes ou dans vos paroles? Ah non, dans les actes. Parce qu'on en a trouvé un, lui, il va carrément se battre pour la défense de l'environnement. Il a bien raison. Il s'appelle Super Titi, regardez. Oh, Titi, vous avez fait Titi. Il paraît qu'il y a des gens, ils jettent des trucs dans la rue. Quand on balance des trucs dans la rue, il faut savoir que Super Titi, il attaque. Alors on va se mettre en planque, tu me suis. Oh, Super Titi, putain, ça y est là. Bonjour mademoiselle, madame, je n'en sais rien et je m'en fous, je suis désolé, mais pourquoi vous avez fait ça? Je suis Super Titi, vous avez balancé votre paquet de cigarettes, il ne faut pas. Alors vous reprenez votre paquet de cigarettes, je suis Super Titi. Viens. Ah, ça, j'adore. Ah, ça, Joseph, on va faire ça pour Tovec. Allez, on y va. Voilà, qui se cache derrière le masque de Super Titi. Il n'en est pas sans coup d'essai. Hein. Il a Génial. aspergé un homme qui avait laissé son chien faire ses besoins sur le trottoir qu'il ne les a pas ramassés. Il a aspergé de jus de chou. Ah, de pas mal. choucroute. Oui, Vous savez, c'était blague à infâme. part qu'en France, par an, on jette 180 kilos de nourriture potable, mangeable, par an, par habitant. C'est pas normal. Pour moi, hein. Là aussi, l'abbé Bruno a parlé. Ah, mais- Cela dit, il vaut mieux qu'il ne le fasse pas encore, son truc du saut, là. Mais c'est vaut mieux éviter. En même temps, Il vaut astronome. mieux- surtout dans le Niol, le Niolin est un petit peu nerveux. Susceptible, on va Un dire. peu susceptible. Oui, oui, Pas je très pense. espiègle, parfois. L'histoire qui pourrait être plombée. Alors il a fait autre chose aussi, un truc complètement fou aussi. Il supporte plus les gens qui klaxonnent pour rien. Alors ici, il aurait du boulot. Ah oui. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il entend quelqu'un klaxonner. Si les portières sont ouvertes, il rentre dans la voiture et il a les cornes de brume, ce qu'on appelle ça, Ouais, les cornes ouais. de brume. Voilà, il lui balance ça dans les oreilles pendant 5 Pas mal, minutes. pas mal, pas mal. Voilà, le bonhomme a mis du temps avant de sortir. Je veux le rencontrer. Et ici, Je veux lui faire la bise. Ici, il pourrait faire ça aux flics, parce qu'ils n'arrêtent pas avec les sirènes. À Ajaccio, c'est pire que New York. Qui se cache derrière Super oui. Titi? Mais encore, je trouve que le klaxon, ça vexe beaucoup les gens.
Si par exemple quelqu'un est en double fil, vous êtes derrière, vous attendez, vous donnez juste un coup de klaxon pour dire speech, je dis. Personne. Ça te fait quoi? Tu m'as dit ça. Tu me parles comme ça, tout de suite, c'est le klaxon. Je suppose que quand vous klaxonnez pour qu'on se dépêche un peu, si l'inverse se produit, vous êtes du genre à vous énerver aussi. Ou avec ces jolis yeux, à mon avis, il doit y avoir rien. Évidemment, du coup. Évidemment. Jamais. Le klaxon est toléré et voire recommandé sur les voitures. Parce qu'il n'y a pas de klaxon, il y a des morts. Parce que souvent on dit, oui, mais moi, c'est pas pareil. C'est différent. Voilà, j'ai bien compris. C'est que j'avais quelque chose d'important à faire. Si je m'arrête, c'est qu'il y avait une bonne raison. Voilà. Comme ça. Ma cousine, ça fait au moins 8 heures que je l'ai pas vue. Allez, troisième regard de notre autre partenaire, c'est tout de suite. Autre partenaire récurrent RCFM avec Jean-Paul Luciani. Oui, c'est l'heure de votre chronique. Pardon de vous déranger pendant cette discussion. Nous allons parler d'un personnage absolument incroyable lié au village de Vescovat en Haute-Corse. Je voudrais vous parler d'un garçon qui est né à Cahors, à côté de Cahors, il s'appelait Joachim Murat. Rien à voir avec Jean-Louis, voilà, comme ça je l'ai faite. Rien à voir avec... D'abord, je crois que Joachim Murat était, d'après ce qu'on me dit, plus sympa que Jean-Louis Murat. Alors, mais chantez moins bien. Il est inspiré par la Révolution française. Très vite, il va devenir un des gardes de Louis XVI dans l'après-Révolution française, la garde constitutionnelle, une garde qui était plus là pour à la fois protéger et surveiller le roi. Puis très vite, il va entrer dans le moule bonapartiste et il va connaître une carrière fulgurante. Il est de tous les combats, Joachim Murat. Il est partout en Russie, au Pandarkol, à Eylau, aux campagnes d'Italie, il est partout. Et c'est un homme... Toutes les femmes en sont folles. Je ne sais pas si on peut voir une image, parce qu'elles ont toutes... Ce garçon qui a de très beaux cheveux bruns, tout bouclés, Choufoud, et il est sur tous les médaillons, on en voit d'ailleurs au Louvre, et les filles en sont folles, et Caroline Bonaparte, Maria Annunziata, la sœur de l'une des sœurs de Bonaparte, va tomber amoureuse à 15 ans. On a d'ailleurs une photo d'elle, voilà. Elle est toute jeune, elle a 15 ans, elle tombe sous le charme de Joachim Murat, 30 ans. Oui, Laurent, elle go fou, Chogui, mais en fait, elle était très jolie. Elle est pubère, elle sort de la puberté. Mais alors... Mais après, elle devient ravissante. Et donc, je n'ai rien dit. J'ai vu ton regard, mon coco. Il n'y avait pas photo. Alors, 15 ans. Lui, il a 30 ans. Il l'a séduit. Il a 33 ans. Il l'épouse. Ils se sont connus sur 15 ans de prison. Visite de... Non, il a 18 ans, c'est bon. Il a 33 ans. Il l'épouse. Bon, ils se sont connus au moment de la visite des lacs italiens. C'est un truc à tomber amoureux. Bon, bref. Il va devenir le roi de Naples. Vous le savez, c'est pas un maréchal d'Empire, roi de Naples. Et il y a Waterloo, la chute de l'Empire. Et tout s'effondre. Les bonapartistes, ils s'orientent maintenant vers les États-Unis. Joseph Bonaparte va reconstituer le Grand Orient aux États-Unis. Il fait partir un maximum de militants bonapartistes les plus engagés. Et Joachim Murat est en cavale, il décide lui aussi de passer par le Havre et d'aller aux États-Unis, mais il ne peut pas. On lui dit non, surtout pas. Les hommes de Louis XVIII sont partout, il ne faut pas le faire. Allez plutôt en Provence. Là, on a encore des amis. On peut peut-être vous sortir de là. Bon, arrivé en Provence, il s'aperçoit que son nom est placardé et son visage est sur tous les arbres, sur tous les murs. Il y a vraiment un avis de recherche, et celui qui le recherche, c'est le marquis de Rivière. Un mot sur le marquis de Rivière. Le marquis de Rivière, commissaire du roi pour le sud de la France, a beaucoup d'amis, c'est une région où il y avait beaucoup de monarchistes, et il doit la vie à Joachim Murat. Parce que le marquis de Rivière, à l'âge de 17 ans, est entré dans le groupe le plus dur de la monarchie française, le groupe Cadoudal, le canal historique de la monarchie française. Et à 20 ans, il est arrêté, il est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Le marquis de Rivière, il envoie des poésies à Joséphine de Beauharnais et il envoie des poésies à Caroline, la femme de Joachim Murat. Et Caroline entre dans le bureau, là voilà, Caroline, elle entre dans le bureau de Joachim Murat, elle lui dit « Tu ne vas pas faire ça quand même !» Elle dit « Mais quoi? Qu'est-ce que je vais faire ?» Oui, elle était en larmes. Et c'est raconté. Mais quoi? Qu'est-ce que... Oui, tu vas pas tuer Rivière? Je ne connais pas Rivière. Moi, qui c'est Rivière? Elle dit « C'est un militant. Regarde, il a 20 ans, il est beau, il écrit des poésies merveilleuses. » C'est des poésies un peu à l'eau de rose, comme les faisaient les monarchistes à l'époque. Ouais, il est en prison. Il faut que tu le... Et il va le faire gracier. Bref, c'est cet homme-là qui le recherche. Je vous la fais courte. Il quitte la Provence dans des conditions un peu extraordinaires. Il arrive à Bastia. Il est tout de suite exfiltré sur Vescovat. À Vescovat, le général Franceschetti, qui a été un des hommes du royaume de Naples, l'accueille. Le beau-père du général Franceschetti est le maire de Vescovat. Et le maire de Vescovat, voilà le village de Vescovat, le maire de Vescovat à l'époque est un monarchiste, Mandia Kagaure. Il est vraiment coulé dans le bronze de la monarchie. Et il dit, il faut vite faire intervenir les gendarmes. Et il demande au commissaire Verrier du roi de France en Corse de faire venir les gendarmes pour interpeller
Murat. Eh bien, Murat sera protégé par la population de Vescovat. Ensuite, on lui dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites à Vescovat où vous recevez des agents bonapartistes? Allez plutôt à Ajaccio. Ajaccio, la capitale de l'Empire. Il va à Ajaccio, nous sommes vers le mois de septembre 1815, il est accueilli, c'est une ovation. Et on lui dit, allez à Naples. Il faut reconquérir votre royaume. Il met en gage les bijoux de la couronne chez le banquier Jacques Grégoire. C'était l'ancêtre de l'historien Jacques Grégoire. Chez le banquier Grégoire, et il part avec donc cet argent et ses mercenaires et ses soldats, et il part où? En Calabre. Et en Calabre, lorsqu'il débarque au village de Pizzo, il s'attend à ce que, puisqu'on lui a dit que toute la population l'attendait, et voilà le village de Pizzo, il débarque, c'est un peu comme dans les films, le ciel est bleu, il y a les rochers, tout ça, lui il est superbe, il débarque, et il voit arriver des paysans vers lui en guenilles, en haillons, il dit « Venez, je suis votre roi », et les paysans sortent des fusils, l'arrêtent, et il sera exécuté le 13 octobre 1815 à Pizzo. C'est lui qui va ordonner le feu au peloton d'exécution. C'est une histoire incroyable qui voit, à un moment donné dans l'histoire, au mois d'août 1815, le village de Vescovat devenir le centre de l'union bonapartiste. Tous les réseaux bonapartistes se retrouvent la nuit au village de Vescovat, et la population a protégé Joachim Murat. Et qui s'en souvient? Je ne suis pas sûr que nous soyons nombreux à nous souvenir de cet épisode, mais c'est un bel épisode, et Joachim Murat est un personnage incroyable qui était doté d'un courage extraordinaire. La preuve. Et il l'a prouvé jusqu'à sa mort. Voilà. J'étais un peu long peut-être? Non, parfait. Parfait. On est pile poil dans les temps. Et puisqu'on a voyagé dans le temps, on va continuer à voyager, mais dans l'espace. Cette fois-ci, toujours avec Franck Bruno, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de nous ramener quelques souvenirs de cette remontée. Un souvenir, ça ne s'achète pas, ça se lit. Mais nous, on va les regarder quand même, parce qu'on a parlé d'intensité, on a parlé d'émotion, et vous êtes vraiment passé par tous les stades, de toutes les émotions. On a un petit florilège, regardez. Je sais pas si je vais aller au bout. Ça paraît compliqué, hein. Ça paraît compliqué. Bon, c'est le premier, on va dire c'est le deuxième jour, quoi. Donc, faut penser qu'à l'instant présent, faut relativiser, etc. Mais je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je fais que pleurer, je fais que qu'angoisser, que. Je sais pas ce que ça va donner. Surtout, ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi. Eh ben, c'est le 4e jour en solo. Je prends du poil de la bête, hein. C'est-à-dire que j'ai mieux dormi. C'est pas encore ça, hein. Entre la journée d'hier et d'avant-hier, avec tous les ours que j'ai vus, je suis un peu sur mes gardes, mais enfin j'ai quand même bien dormi. Le bonheur d'être sur l'eau et de continuer mon voyage. Il me manque pas grand-chose pour arriver, hein. 2100 km. Alors, il ne faut pas y penser. Il ne faut pas penser qu'il me reste 2100 km. Je pense que je vais faire une belle journée, que là pour l'instant il fait beau. Ils annoncent des orages, donc je vais être vigilant. Mais que c'est du bonheur, quoi. Un vrai bonheur d'être là, dans ce pays magnifique. En tout cas, ça fait du bien d'être là, c'est nécessaire pour moi. Je me nettoie de plein de choses mauvaises qui sont autour de moi, de plein d'ondes négatives, on va dire. Allez, une bouteille de cidre pour la mascotte. Cidre corse, bien sûr. Hein. Comme un petit micro cidre corse. Ah bon? Alors une orezza. Tu crois, Joseph, qu'à Tanana, ils auront de l'orezza? Je suis pas sûr, hein. Une pietra peut-être, mais une orezza, ça m'étonnerait. Hein. Un bon figaté d'ouvrier, dit. Ah, c'est pas la saison, bon, ça va. Il y a des moments où il y a le doute qui veut s'installer. Et c'est ça qui est difficile à gérer, de chasser. Croire au projet jusqu'au bout, lui dire, écoute, moi je veux arriver au bout de ce projet parce qu'il est beau. Maintenant, je m'aperçois que la notion plaisir du paysage, je la perds. Hein. C'est triste à dire, mais je la perds. Putain. C'est bien que ce soit à contre-jour, comme ça on voit pas mes yeux rouges. C'est très très bien. Remarquez, c'est la classe, hein. Ma veste de kayak elle est rouge, mon kayak il est rouge, et mes yeux de temps en temps ils sont rouges. Vous voyez? Ah, là au bord des larmes. Ouais, c'est. Il y a des moments comme ça. Même le voir, ça remue. C'est difficile à expliquer. Vous êtes dans un endroit qui est absolument
perdu, quoi. Sur l'Atlantique, on était seul avec Doumé. Mais j'étais avec Doumé. Et de temps en temps, on croisait un cargo. Là, il n'y a rien. Là, c'est Tiami Rispondi. Hein. Complètement. Et il n'y a rien, il n'y a rien. Et ce qui est marrant, c'est que... C'est pour ça que la religion, ça me dérange depuis ces aventures, parce que je suis en connexion avec Dieu. Et je ne suis pas mystique. Mais tous mes copains qui sont morts, hélas, j'en ai eu beaucoup, ben, ils étaient là avec moi. Ma grand-mère, qui est décédée il n'y a pas longtemps, elle était là. Et je discutais avec eux. Mais pas... C'était avec eux, hein. Et pendant un mois, je disais à la rivière, je dis, mais tu es un homme, tu es une femme. Et puis un jour, la rivière, elle m'a causé. Ouais, vous n'étiez pas à la frontière de la folie, justement. Non. Est-ce que vous avez eu peur de perdre la raison, justement? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Comment on fait pour rester lucide? Parce que bon, on traverse des émotions qui sont intenses, encore une fois. J'ai un protocole qui est là, c'est-à-dire que voilà, j'ai une montre, je m'en sers, j'ai un réveil, tous les matins, je me levais à 4h30, 4h30 debout, il fallait qu'à 5h30, 6h moins le quart, je sois sur l'eau jusqu'à 18h, 20h, 21h tous les soirs, c'était comme ça. Le protocole, c'est quand je posais le kayak, fatigue ou pas fatigue, je devais vérifier ce qu'il n'y ait pas de traces d'ours, aller dans le maquis, entre guillemets, derrière pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un, etc., etc. Donc avec cette discipline, je pouvais aller que de l'avant. Et c'est clair que je savais très bien, j'étais seul, mais que par les médias modernes, c'est-à-dire Internet, puisque tous les soirs par téléphone satellitaire, j'envoyais un journal de bord, je n'étais pas seul. Je savais très bien que tous les jours, il y avait des milliers, voire des millions de gens qui étaient derrière moi. Donc ça, je le sentais. La folie, non, mais une connexion. Actuellement, je suis en train de mettre tout noir sur blanc sur un livre. Je ne sais pas s'il sortira, mais en tout cas, moi, je le mets noir sur blanc parce que j'ai vécu quelque chose de très, 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 très fort. Et la difficulté, ça n'a pas été cette rivière. La difficulté, c'est mon retour à l'heure actuelle. Dans cette société, une fois de plus, de paillettes. Vous connaissez, je peux être aussi bien à droite à gauche, là je vais aller dans des événements incroyables avec des chefs d'État et tout, mais je suis mort de rire. Et c'est peut-être ce qui plaît aussi aux gens, parce que là-bas je me suis complètement dénudé. Ce qui plaît ou ce qui agace parfois. Oui, qui agace certains. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez cette faculté, pardon Marina, vous avez cette faculté justement à aller vous retrouver, vous ressourcer, comme vous dites, partir dans des aventures avec des hommes qui sont faits à peu près avec le même bois que vous, et puis à l'opposé, on vous retrouve avec des people, avec des chefs d'État, et on a l'impression que vous allez là-bas faire un peu le trublion. Ouais, j'aime bien être une table. Bientôt je vais être à Matignon. J'adore être une table et mettre ma panique, quoi. Vous savez, un des plus beaux... Honnêtement, parce que ça, je ne sais pas si sur quelqu'un osé vous le demandez, mais est-ce que ça ne flatte pas un peu votre ego aussi? Bien que sûr. des gens importants comme ça s'intéressent à votre parcours. Mais bien sûr. Vous savez, quand toute votre vie, et c'est pas Doumé Benassi qui va me contredire, on vous traite un petit handicapé qui ne peuvent pas faire des trucs, et quand vous avez un mec comme Pierre Mesmer, qui m'a reçu dans son bureau et qui m'a dit, avec les larmes aux yeux, j'aurais aimé avoir un petit-fils comme vous... Oh, c'est Pierre Mesmer. Quelle fierté, quoi. Je veux dire, c'est pas un branleur qui fait une émission de télé pour une émission bidon, quoi. Je suis trop jeune pour que vous soyez mon petit-fils. Non, mais les chanteurs que je rencontre de temps en temps sur des événements qui me font mourir de rire. Ces gars-là, c'est des gars qui se sont battus pour la France, qui se sont battus pour une liberté qu'on a à l'heure actuelle et qui vous disent... J'aurais aimé avoir un petit-fils comme vous, parce que j'ai une croisade. Moi, j'ai vécu la même avec Liliane Bettencourt, m'a dit la même chose. C'est pas vrai. Elle m'a dit, j'aurais aimé avoir un petit-fils comme vous. Liliane Bettencourt. Moi, m'a dit son fils. Mamie Zinzin. Et quand vous dites... Moi, elle m'a dit branleur aussi. Parce qu'elle tremble. Il y a un moment où vous dites, la beauté des paysages, je ne la vois plus. Non, parce qu'à un moment, la beauté des paysages était gâchée par ces animaux qui venaient me rendre de plus en plus visite. Donc la peur? La peur était là. La peur était présente. Et cette peur m'a décuplé des forces, m'a décuplé des paratonnerres. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré ces natifs qui m'ont dit « Franck, ne continue pas, parce que si tu continues, tu vas être une étoile supplémentaire. » Donc là, il ne faut pas être plus prétentieux que veut la vie, d'être dans son défi. Voilà. Bon, c'était une traversée en solitaire, hein, mais il y a eu des rencontres. La première des rencontres, déjà, c'est avec ces gamins que vous avez emmenés. C'est si jeune que là, on peut parler de rencontres, là. Si jeune que j'ai sélectionné pour venir au Yukon, donc 2 valides, 2 amputés et 2 cancéreux. Donc des gamins qui ont entre 12 et 20 ans, qui sont venus là. Pour la première fois, ils dormaient sous tente. Alors au départ, ça rigolait. Puis quand ils ont vu leur premier ours, ça a été compliqué. On a fait 350 km dans une rivière fabuleuse. Et puis un jour, il a fallu que je les laisse. Et là, le départ a été très difficile. Parce que pendant ces 10 jours, on a rigolé, on a partagé. Chacun m'a raconté, un gamin m'a raconté qu'il avait une leucémie, que son frère lui avait fait don d'une moelle épinière, d'un morceau de moelle épinière, et qu'il savait pas. Enfin, il s'est confié. Donc, tout ça à lâcher, c'est complexe. Ça fait partie du jeu. Je crois que si la vie elle est belle, c'est que de temps en temps, on passe dans des ombres, et ces ombres nous font apprécier de plus en plus la lumière. Rencontre avec les animaux, donc vous le disiez, hein, certains qui vous faisaient peur. Certains dont il fallait se méfier. Mais magnifique. Avoir son bivouac, manger avec le son des coyotes
qui sont là. Voilà, là j'ai rencontré un ranger qui est venu me voir. Je savais même pas que la cabane était habitée. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fous là? Il m'a dit ben voilà, moi tous les 10 jours je suis relevé et je suis là parce qu'il y a une mine d'or derrière et donc je surveille un petit peu. Donc il m'a accueilli dans sa cabane. Enfin voilà, tout au long, chaque journée est différente. Et malgré que la rivière soit toujours la même, voilà, des animaux fabuleux et que je ne peux rencontrer et que je rencontrerai que là-bas, quoi. Comment vous dire que quand les oies passent, c'est des milliers d'oies qui vous passent dessus. Et elles partent vers le Grand Nord et puis elles redescendent après. Enfin bon, c'est moi qui suis passionné de nature, je recommande à tout le monde aller au Yukon, c'est extraordinaire. Ouais, enfin, allez-y, mais allez-y en préparant bien ça. On part pas comme ça à l'aventure n'importe comment. C'était à la recherche de Franck Bruno. Franck Bruno, ouais, à la recherche de Franck Bruno. Ceci dit, vous avez quoi réalisé sincèrement un rêve de gosse? Ouais, complètement, complètement. Mais est-ce que ce rêve était à la hauteur de ce que vous imaginiez? Non, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Moi, je partais sur les traces de Jack London, sur Gray Hall, sur Cochise, sur tous ces gars-là. Et puis là, ça a été concret. J'ai touché du doigt. Voilà, un grizzly qui est là à côté de moi, c'est un monstre de muscle. C'est pas par rapport à un écran, c'est en vérité. Je lui cause et quand je lui cause, je sens qu'il m'écoute, qu'il me voit, qu'il vibre. J'étais éloigné de toute information. Chaque fois que je croisais un ours, je dis alors la Coupe du Monde, on en est où? Et Domenech, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, on a rien raté là. Non, il paraît. Donc voilà, ça c'était extraordinaire. Et vous savez, pour faire bref, quand j'ai arrêté avec Grayling, le matin, je me confiais à la caméra. Il y a un petit enfant de 4 ans qui était là, qui me regardait. Il m'a dit tu es l'étranger? Oui, je suis l'étranger. Il m'a dit mon papa m'a parlé de toi. Et son père, c'est un chasseur d'ours. Il m'a dit je sais que tu as eu très peur, oui. Combien tu as tué d'ours? Aucun. Mon papa, il a tué 3 ours. J'ai dit mais ton papa, il est fort. Il m'a dit non. Mon papa, il a dit que toi, tu étais fort parce que tu es arrivé du Canada. Et je me suis mis à pleurer. Et à un moment, ce gamin, je lui ai dit, viens, où je suis, chez ta tata, il y a des pancakes. On va aller les manger ensemble. Et je me suis aperçu qu'il avait pas ses lacets de fée. Je me suis mis à genoux devant lui, je lui ai fait les lacets. Et là, je l'ai regardé. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit, eux, ça fait des générations qui sont là. Et moi, le petit blanc-bec, je veux jouer à l'aventurier. Je suis un branleur, un rigolo. Et je me suis mis à pleurer, je lui ai pris la main, on est allé manger des pancakes. Voilà, ça c'est une belle histoire. Ça s'appelle l'humilité. Je sais pas. Tout simplement. En tout cas, une bien belle histoire. Bon, en tout cas, on l'a compris, hein, quand vous étiez à bord, la musique, c'est pas votre truc. Oh là là. Le chant, c'est pas votre truc. Merci, Jean. Heureusement. On parle football, hein, avec un certain gardien de but. Non, mais bon, allez, on va passer à autre chose. Depuis que j'ai été coaché par Franck Bruno, j'ai arrêté, évidemment. Salaud, méchant. Hein. Oui, mais je le fais mauvais. Le Vitalik, c'est vraiment un animal dangereux. Tu l'as initié au football? Et oui, on a fait un match pour mon association et on a partagé les bois et il s'en est pris 3, j'en ai pris 0. J'ai dit coupe-toi. La mauvaise foi. Oh là là. La mauvaise foi de Franck Bruno. Règlement de compte à OK Courage. Allez, c'est bien parce que c'est toi. On peut le conseiller musicalement parlant, Davia. Bien sûr. Avec un coup de cœur. Un coup de cœur, un gros coup de cœur pour Doumé Matei. C'est un chanteur. Je ne sais rien faire. Ce n'est pas un aveu, Laurent, c'est le titre de sa première chanson qui commence à tourner sur les radios nationales, Chérie FM, toutes les radios, tout ça. Ça a commencé sur Fréquence à mort. La première fois que je l'ai entendue, c'était sur RCFM. Et cette chanson est vraiment pas mal. Elle a été composée par Lionel Florence, le parolier de Pascal Obispo, Florent Pagny, Michel Delpech, Patricia Cass ou encore Calogero. Mais comment commencer son histoire? Alors lui, il est musicien professionnel, Doumé Matei. Il bosse à Paris dans la maison d'édition de Pascal Obispo. Et dans cette maison d'édition, en fait, les artistes passent commande. On dit voilà, on veut une chanson, Johnny Hallyday vient, tout ça. Et ses employés, je dirais, composent. Doumé a composé 2 chansons pour Johnny, une pour Natacha Saint-Pierre. Et il compose un peu pour lui, tout ça. Et le label de musique My Major Company a entendu un petit peu parler de lui. Donc ils sont allés le chercher, ils sont allés le voir. Et les internautes ont et voilà. l'argent, et il a été produit, et il a fait un clip. Tout à fait. Et voilà, et ça va être un succès. Et vous pourrez surtout découvrir son portrait plus complet prochainement dans La Corse, votre hebdo, une interview exclusive signée. Davia Parly-Bourgeois, peut-être. Et il a qu'à venir dans notre émission aussi, non? C'est un chic type. C'est vrai? Moi, je le connais un peu parce que je connais son beau-père. Il est avec une fille de Bastia, Jean-Pierre Mangini. Je l'ai découvert chez son beau-père. On l'écoute ou on l'écoute pas, sinon? Hein? Oui, Coco. Allez, on l'écoute alors. Allez, mets-toi l'oreille. Allez, vas-y. La chasse ou la pêche, je suis pas dans le vent. Je suis pas dans le vent. Je
il le sera certainement dans le vent. Surtout après votre article à voir très prochainement dans la Corse, votre hebdo. Forcément, On reste dans les... je défais les gens, vous savez. Ça va Allez, on reste dans les coups de cœur. C'est à voir et c'est sur Viaste, là. Oui, j'ai embrassé mon amoureux. Si nous parlions d'amour aujourd'hui. Si vous voulez, oui. Joseph, reste calme. Vous êtes Joseph. au courant de notre liaison? Non, je ne savais pas. Eh bien voilà, maintenant on va le dire, hein, tout se sait. En fait, Horizonti de Thomas Brunel est tout simplement le 12 octobre, mardi à 20h45, avec un documentaire magnifique, Si nous parlions d'amour. C'est un documentaire de Bérengère Jean qui va nous parler comment on s'aime aujourd'hui en Corse. Comment on s'aime. C'est pas comme avant, hein, il n'y a pas le regard, je ne sais pas si je le fais bien, vous savez. Alors, heureuse. Alors voilà, et puis un petit sourire. Maintenant, ce SMS, un réseau social, pour ne pas le citer, Facebook. Je t'écris un message sur ton mur. Je t'écris sur ton mur. Je sais plus comment on appelle ça. On se machin. I want to, I need you. Yes, voilà. Non, c'est beaucoup plus romantique comme ça. Est-ce que les jeunes savent encore aimer? Ben, découvrez-le, regardez-le. Donc, le 12 octobre, c'est un mardi à 20h45, Horizonti, Thomas Brunel. Très beau magazine, on en regarde un extrait, allez. La réputation des filles, c'est que donc nous sommes sur une île et tout le monde se connaît. Donc il est vrai qu'une réputation peut aller très vite, mais ça ne reste qu'une réputation. Mais ce qui est bien aussi, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui se connaissent, par exemple si tu vois une fille qui te plaît, tu demandes qui c'est qui la connaît, tu as tout le temps un copain il la connaît, tu demandes qui t'arrange le coup et en 2 semaines t'es avec. Hein, alors ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Ça passe ou ça casse. L'amour en Corse, il est comme partout. Un homme, une femme se rencontrent, un garçon, une fille. C'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a le poids de la famille et du regard des autres. Et qu'on vit ici en communauté, en groupe, même s'il y a beaucoup de solitude en Corse, parce qu'il y a quand même beaucoup de solitude. Et automatiquement, ce poids de la famille se fait sentir sur les relations homme-femme ou garçon-fille. Forcément. Encore que dans les jeunes générations, ceux qui ont 20 ans maintenant, ce soit très différent. Il y a beaucoup de liberté dans les relations affectives, les relations sexuelles, mais on sent toujours ce poids de la famille quand même qui est derrière. Voilà, donc c'est à voir. Le 12 octobre, c'est mardi à 20h45 sur Viaste, la canal 293. Et nulle part ailleurs. Avant de terminer cette émission, je voudrais saluer celui qui a été votre compagnon de traversée et votre ami aussi, Doumé Benassi, parce qu'il y a pas très longtemps, il était en Sardaigne, il a encore fait, une épreuve de folie. Une belle épreuve, c'est un nouveau sort de triathlon, c'est 2 km de natation, 200 km de vélo. Je rappelle, Doumé amputé fémoral, donc il pousse, il tire sur une jambe. Et il a fini par une balade de quelques kilomètres en fauteuil. Mais 200 km de vélo, c'est pas mal. C'est un effort de 11h40, je crois. C'est ce qu'il a fait. Il a fait 11h40 comme ça. Voilà. Donc, une balade, quoi, je veux dire. Et dire qu'il y en a qui se plaignent pour un mal à la cheville. Hein, voilà. Mais moi, tout va bien maintenant. Je vous regarde, écoutez, je suis en pleine forme. Tout va bien. Est-ce qu'il y a un prochain défi qui attend le fondateur de l'association Bout de Vie? Oui, 2011, je me suis lancé un défi d'organiser 2 stages. Un stage de moins de 20 ans, au mois de juin, donc pour des gamins qui sont fraîchement amputés, et un stage classique au mois de septembre. Donc ça va être un gros défi parce que chaque stage coûte une petite fortune. Donc j'ai des fondations qui veulent jouer le jeu, écrire un livre. Et puis en 2012, je pense que je ne vous dis pas quoi, je vous dis juste la fin. Ça sera mon premier défi où je vais arriver en Corse, au Cap Pertouzat. Donc voilà, chaque fois je suis arrivé au bout du monde. Là, je vais arriver en Corse. Donc ça sera une belle aventure avec un départ très très loin pour arriver finalement à Cap Pertouzat. Jusqu'où ira-t-il? Est-ce que l'homme de la rue vous déçoit? Parce qu'on va dire au revoir, Marina. Non, mais il nous reste 1 minute 30. L'homme de la rue il y a me le générique avant. Mais ça fait rien. L'homme de la rue, il vous déçoit ou vous l'aimez? Je l'aime par moment. Sans la poudre, hein. Mais bien sûr, j'avais déjà compris. Je l'aime et je le déteste en même temps. C'est un vrai amour passionnel. Bon, vous êtes content d'être venu ici quand même? Pour Marina, oui. Ouais. Merci beaucoup. Maître, merci. Écoutez, Franck, je ne Mesdemoiselles, merci beaucoup. Franck, je ne vous aime plus. Évidemment. Laurent, au football bientôt. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Marina. Sandra, à très vite. Ciao. À très vite. Jean-Paul, oui. Maintenant qu'on sait tout sur vous. Ah, maintenant je me suis mis à nu. Aura-t-il encore des choses à dévoiler? La semaine prochaine. Évidemment. On devra dévoiler le reste. Davia, on se voit prochainement. Bah, écoutez, je vous laisse le choix dans la date, hein, c'est comme vous voulez. D'accord, je fixe ça, je vous appelle. Téléphone, c'est une bouffe. Merci, émission à revoir mercredi prochain et il y en a qu'un qui a suivi. Et dimanche en 8. Merci de votre fidélité, encore merci Franck et on se reverra certainement donc pour d'autres
aventures. J'ai dit que c'était rediffusé. Mais bien sûr. Donc j'ai plus qu'à vous donner Bien sûr. rendez-vous lundi pour le direct de la semaine, Oui, avec bien encore sûr. d'autres invités. Merci de votre fidélité. Puis juste un petit rappel, parce que ça se rapproche très bientôt. Une fois par mois, on sera à l'extérieur. La prochaine et la première, ce sera le 20 octobre. On sera au théâtre de Bastia avec Laetitia Madialez, avec le Jacques Orchestra et avec les parrains de l'association Bout de Vie, les Mantines. Et voilà, on a tout dit. Merci et à très vite. sur Ciao, Via Stella. bye Ciao, bye, ciao. ciao.